Le peuple de la troublance a voté pour ma ligne éditoriale, et même s'il est déjà un petit peu tard, on va regarder la vidéo sur Donald Trump. YouTube, la troublance de YouTube, les acides youtubiques. Si jamais vous voulez peser sur les décisions de qu'est-ce qu'on regarde, n'hésitez pas à venir en stream, bien sûr. Et je dis absolument pas ça parce que c'est plus rentable pour moi. Hein. Vous êtes mauvaise langue, vous savez quoi? C'est un peu fort. Nous sommes dépendants. Lorsqu'une personnalité politique a des annonces à faire, c'est sur les réseaux sociaux que ça commence. Aujourd'hui, pour s'informer, nous passons majoritairement, à 64% pour être précis, par le numérique, que ce soit via les plateformes ou sur les sites de médias. Les questions de société, les débats publics et même l'organisation de manifestations sociales passent toutes par Facebook, Instagram et compagnie. En fait, en France et plus largement en Europe, nous sommes dépendants des États-Unis. La majorité de nos structures technologiques, autrement dit nos moyens de communication, nos outils d'hébergement numérique ou les outils de travail de nos institutions dépendent des technologies américaines. Et il en va de même pour nos structures d'exercice de la démocratie, qu'il s'agisse des moyens d'accès à l'information, des lieux numériques de discussion, de débat ou de réflexion, et même des moyens d'expression. Tous passent aujourd'hui par des plateformes privées. J'ai cru qu'il allait dire moyen de production, j'ai cru que ça allait être marxiste pendant une seconde, mais tout va bien. Gérées outre-Atlantique. Cette dépendance n'est une surprise pour personne. Parce que quand même, en vérité, c'est ça le fond du sujet. Je suis désolé, hein, mais ça reste... Je suis un peu monomaniaque sur mes sujets, mais la vérité, le problème, c'est que les moyens de production médiatique sont possédés par des milliardaires. Hein. Ça fait bientôt 2 décennies qu'en Europe, on en a conscience. Mais jusque-là, on s'en accommodait. La raison est simple, depuis l'émergence du numérique, les USA ont toujours été nos alliés, notamment sur le plan idéologique. À quelques détails près, nous partageons une même vision de la... Alors, on est plus les puppies des États-Unis que son allié. Hein. C'est-à-dire que, voilà, les États-Unis, ils nous ont clicker train. Maintenant, quand ils nous font des ordres, évidemment, on obéit, quoi. Eh, salut Médoli, viens terminer de ta sieste. Si Armando peut faire un petit shout-out à Médo, bien sûr, c'est une meuf de notre futur média. La société, des valeurs humanistes et de la liberté d'expression. Enfin, sur ce dernier point, pas tout à fait. Jusque-là, les principales divergences étaient surtout dues au puritanisme américain. L'exemple le plus célèbre était ce professeur dont le compte Facebook avait été banni en 2011 après sa publication de l'œuvre L'origine du monde de Gustave Courbet. Une histoire œuvre basée qui avait lancé le premier véritable débat public sur l'impact politique sociale américaine sur leur réseau, même en France. Facebook n'a pas respecté des principes qui sont essentiels en droit français et en droit européen. Ces principes, c'est la liberté d'expression, le droit à la culture, et la société Facebook, aussi puissante soit-elle, ne peut pas mettre à mal ces principes qui... Il a un peu une DA de mec qui dit face de bouc un peu. Font partie de nos valeurs. Mais à l'époque, Facebook se réfugiait derrière une petite ligne de ses conditions générales d'utilisation. Tout litige, quel qu'il soit, devra se régler exclusivement devant le tribunal d'État ou fédéral de Santa Clara, en Californie, dépendant donc de la loi américaine. Et c'est là qu'il est important de comprendre leur vision de la liberté d'expression. Aux États-Unis, le tout premier amendement de leur constitution interdit au Congrès d'adopter... On rappelle, hein, la liberté d'expression, ça veut pas forcément dire laisser le mec qui parle le plus et le plus fort parler. Hein. N'importe quelle loi qui pourrait limiter la liberté d'expression, de religion ou de la presse. En France, à titre de comparaison, la liberté d'expression est elle aussi protégée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sauf, je cite, à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc, la loi peut encadrer notre liberté d'expression, et c'est le cas, par exemple pour la provocation à la haine, les discriminations ou le négationnisme, qui sont illégaux. C'est la 3e fois. Ah bah oui, c'est pour ça que toute personne ayant été transphobe à mon sujet sur les réseaux sociaux a évidemment été jugée par la justice, bien sûr, évidemment. Hein. Qu'Éric Zemmour est condamné par la justice française. 10 000 € d'amende cette fois pour provocation à la haine raciale. Sur cette tablette, nous avons ici un épi d'orge. Le mot orge en sumérien se prononce Ché.
Aux USA, le premier amendement interdisant au Congrès de pondre des lois qui pourraient limiter la liberté d'expression, ces discours ne sont pas encadrés par la législation. Les exceptions sont très rares et concernent les incitations immédiates à la violence ou la menace physique. Les discours Ou Charlie Kirk, mais c'est une autre histoire. haineux ou racistes sont techniquement protégés par le premier amendement. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Enculé de ta race! Alors, les États-Uniens ont tendance à avoir une vision assez absolue de leur liberté d'expression, mais une vision souvent mal interprétée. Charlie... Non, je sais pas de qui tu parles. Charlie qui? Le moindre encadrement est vite considéré comme de la censure, mais surtout est vu comme illégal, puisque le premier amendement est là. Sauf que ce premier amendement n'interdit que au Alors, j'en reparle pas, mais bon, j'ai quand même le droit d'évoquer le fait que c'est à cause de ça que je me suis fait ban. Je pense que j'ai le droit à ça. Congrès, et à personne d'autre, de limiter cette liberté. Une entreprise privée, elle, comme Facebook et compagnie, fait absolument ce qu'elle veut. Via leurs conditions générales d'utilisation, elles peuvent appliquer le règlement qui leur chante. Elles peuvent décider de censurer certains discours ou non, et d'en mettre d'autres en avant. Et pompons sur la Garonne, si nous avions dans l'idée de porter plainte contre elles, parce que franchement, c'est abusé comme elles ne respectent pas la liberté d'expression. Eh bien, l'État américain ne peut rien faire. Il ne peut pas se retourner contre une entreprise privée, car la démarche de censure ou de mise en avant par cette même entreprise fait partie de sa liberté d'expression à elle. C'est tellement débile. c'est vraiment genre... Vraiment, c'est stupide. Ah, c'est subtil, mais ça a du sens. Pour un Américain, j'imagine. Bon, après, si on rentre dans les détails, plusieurs affaires aux États-Unis débattent du statut des réseaux sociaux et des juges ont rendu des conclusions opposées dans différents États. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, la question se pose quasiment plus. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mais Ah oui, alors que Donald Trump, lui, vraiment, c'est quelqu'un qui il s'accroche aux faits, quoi. Prendre cette vision des choses permet de voir tout l'intérêt qu'avait Facebook à gérer l'ensemble de ces litiges partout dans le monde aux États-Unis et pas dans les tribunaux de chaque pays. Alors, avec Ça s'appelle de l'ingérence étrangère, oui. la place qu'ont pris ces réseaux sociaux un peu partout et l'importance qu'ils ont dans le débat démocratique en tant qu'outil de communication et d'information, nos libertés d'expression sur le numérique dépendaient donc de celles des USA. Et plus particulièrement, des conditions... Ce qui craint quand même pas mal. Hein. Genre, moi j'en parle souvent hein, du fait que j'ai l'impression qu'on ne parle plus de l'impérialisme américain en France depuis quand même un moment, et qu'il faut vraiment qu'on en reparle, quoi. Surtout quand on voit à quel point aujourd'hui l'extrême droite française est un pur clone de l'extrême droite états-unienne, de plus en plus, hein, encore plus depuis que Le Pen est en train d'être mis sur le teco par rapport à Bardella, c'est vraiment de plus en plus américain coded, et genre, je trouve qu'on en parle plus tant que ça du pouvoir qu'ont les États-Unis sur la France par rapport à ça. Genre, tout le monde s'est plaint de la Chine avec TikTok sans voir le problème de l'autre côté, quoi. Générale d'utilisation des plateformes. Mais en 2015, il y a eu un petit progrès en France sur cette question. Vous vous souvenez de l'enseignant qui s'était fait ban après avoir posté le tableau de Courbet ? Eh bien, le tribunal de grande instance de Paris... Mais par contre, le montre pas trop sur ma chaîne Twitch, s'il te plaît, le tableau super cool, là. a trouvé ça un peu fort de café que Facebook considère que seul un tribunal californien puisse être compétent pour gérer ce genre de litige. Alors, il a jugé que cette clause dans les conditions générales d'utilisation était abusive, et donc n'avait pas lieu d'être. En 2016, le TGI Paris devenait donc compétent pour juger des affaires contre Facebook. Tout utilisateur de Facebook signe une clause qui désigne un tribunal californien comme compétent en cas de litige. Mais cette clause a été déclarée comme abusive par la Cour d'appel de Paris, une décision qui fait bien sûr jurisprudence. Donc un Sumérien voit cela et dit « Ah, chais !» Mais on ne va pas se mentir, à cette époque, comme je le disais plus tôt, tout ça ne concernait essentiellement que la vision puritaniste américaine, avec beaucoup de débats sur la censure de la nudité dans des œuvres artistiques. Même s'il commençait bien sûr à y avoir déjà un bel essor du complotisme et de la désinformation, leurs impacts étaient encore considérés comme minimes. Jusqu'en 2016 et l'affaire Cambridge Analytica. Facebook. Encore c'est le sujet central de la chaîne de Spleen, genre vraiment. Face à la pire crise de son histoire. Cambridge Analytica suspend son PDG après la polémique sur le siphonnage massif de données personnelles. Pourquoi est-ce que... Et en même temps, c'est vrai que c'est une affaire
matrixante. Hein. Que Facebook n'a pas informé ses utilisateurs de l'accès qu'il donnait à Cambridge Analytica. Bon, je vais pas vous refaire tout le tableau, j'en parle assez régulièrement et j'ai traité le sujet dans ma série sur les algorithmes. Pour la faire courte, c'est le scandale de collecte et d'exploitation illégale des données personnelles de plusieurs millions d'utilisateurs de Facebook, utilisées pour tenter d'influencer des campagnes électorales. Mais c'est une démocratie libre, bien sûr. Avec cette affaire, après la démocratie aux États-Unis, putain. Le monde entier prend conscience. Genre en fait, quand tu vois que les États-Unis, eux, dans leur méta de base, le fait de mettre énormément d'argent sur le candidat que tu préfères sans aucune limitation, c'est la base. Du coup, tu peux vite comprendre en quoi ça va clasher et ça risque d'être un peu un problème avec les autres États. Genre le fait que Elon Musk ait ouvertement et les dit littéralement racheté Twitter pour faire monter l'extrême droite, il l'a dit genre, et que du coup on se retrouve en France avec un réseau social pro-facho, littéralement, oui, c'est de la gérance étrangère, hein, ça s'appelle c'est de l'impérialisme, tout bêtement. Que les plateformes sont devenues essentielles dans nos sociétés. Elles sont massivement utilisées et peuvent avoir un impact sur... Je suis pas sur Facebook, je m'en fous de Zuckerberg. T'es sur Instagram ? C'est le même mec. Hein. La démocratie. Les enjeux sont donc majeurs. Puis on parle pas assez des CEO de Google, hein, mais bon, genre YouTube, tout ça, c'est pareil. Hein. Puis bon, ici c'est Jeffrey qui dirige. Car elles peuvent aussi bien servir à informer qu'à influencer. On se rend alors vraiment compte de l'ampleur de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On découvre la finesse de la désinformation, on découvre les tentatives d'ingérence, les fake news, et les discours parfois dangereux à propos des questions de santé par exemple. Face à un tel tollé, et l'inquiétude qui commence à s'installer au sein des populations, eh bien, la loi américaine ne peut pas faire grand-chose. Bon, déjà parce que c'était Trump au pouvoir à cette époque, mais surtout... Ouais, alors que maintenant c'est... Ah bah, oh merde. Le premier amendement. Je suis baisé quoi. Ouais, en fait c'est là qu'il faut comprendre que de toute façon la responsabilité de ce genre de choses, encore une fois, elle ne repose pas sur nous consommateurs. C'est avant tout le problème. Désolé de faire ma marxiste un peu de base, c'est la propriété hein, quand même. C'est le fait que tous ces trucs-là, ça appartienne à quelqu'un qui du coup est dans un pays et sert les intérêts de ce pays et nous baise. Enfin genre oui évidemment qu'on est c'est pas à nous, consommateurs, de faire l'effort de tout boycotter pour tomber dans une espèce de souverainisme un peu chelou où on veut avoir les mêmes trucs avec les mêmes problèmes mais français. Franchement, non. Hein, il faut trouver d'autres façons de raisonner, genre notamment par exemple avec des vrais réseaux sociaux décentralisés, pas comme le Blue Sky ou je sais pas quoi, genre des vrais trucs vraiment bien faits. Mais on n'en est pas là encore. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, les questions de régulation arrivent tardivement, malgré les signaux d'alerte lancés par des expertes et des experts des années auparavant. On voit au même moment le RGPD commencer à pointer le bout de son nez. Il faudra attendre 2018 pour qu'il entre en application. Et les chantiers du Digital Service Act et du Digital Market Act devront attendre 2020 pour commencer. Mais surtout, à cette époque, à la fin des années 2010, la plupart des plateformes PD pour Picardie debout, bien sûr, évidemment. Étaient sensibles à ces enjeux. Bon, plus ou moins de leur plein gré, et un peu en subissant la pression de leurs usagers et de la législation européenne. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake. I have made a mistake. I need to correct myself because I am a human. I think a little bit of masculinity is fine. And I'm sorry. I am sorry. Ces questions étaient devenues importantes dans nos sociétés. Les plateformes n'avaient d'autre choix que de les prendre au sérieux, se contraignant elles-mêmes à développer et appliquer des politiques de lutte contre la désinformation et à certains égards contre les manipulations de l'opinion. Il n'y a pas si longtemps, on se plaignait que ces politiques pouvaient être améliorées et qu'il y avait encore du chemin à faire. Bordel, on n'était pas prêt à ce qui nous attendait. Thank you. Deploying the National Guard to help re-establish law, order and public safety. Les militaires de la garde nationale... Oui, bon, après, il y a des gens, ça va quand même faire 25 ans qu'on dit que ça va arriver, mais bon, ce serait dommage de nous écouter maintenant. Hein. Déployés par Donald Trump, ils sont désormais... Quoi ? Les États-Unis avec des tendances fascistes et nazies? Mais non! Qui avait bien pu en parler si ce n'est pas Walt Disney
et Henry Ford lui-même, à savoir les deux principaux capitalistes dans le monde de l'industrie et de la culture, qui étaient littéralement des immenses bandeurs de Adolf Hitler. Mais je ne l'avais pas vu venir. Non, mais quoi? Les États-Unis nazis? Mais non. Le pays du Ku Klux Klan. Trop bizarre. Armée. You're gambling with World War III. So we need Greenland for national security and even international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Oui, Disney, c'est un immense bandeur d'Adolf Hitler. D'ailleurs, il a fait des dessins animés pour faire sa propagande. Et puis après, c'est devenu l'ennemi des États-Unis, du coup, il a fait l'inverse. Bon, je vais pas vous refaire l'historique de ces derniers mois. Les choses ont un peu vrillé depuis l'élection de Trump. Alors, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, Walt Disney, faut comprendre qu'il a pas une importance seulement en tant que mec qui a fait des trucs. C'est vraiment un gars, tu vois, qui a théorisé comment fonctionnait l'industrie du divertissement et qui aujourd'hui encore, en fait, il y a beaucoup de concepts de ce mec qui sont utilisés. Et Henry Ford, c'est un peu pareil. Genre, c'est vraiment des gens qui sont pas mal à la racine du capitalisme moderne américain, en fait, qui étaient des immenses bandeurs d'Adolf Hitler. Genre, oui, ils ont aussi fait des dessins animés antifascistes, du coup, mais c'est arrivé plus tard. C'est une fois que c'est devenu un ennemi, tu vois. Parce que c'est aussi comme ça, enfin, les fascistes, ils s'adorent jusqu'à ce que leur pays soit en guerre. Bien sûr, ça n'a pas commencé en janvier, mais ce second mandat assoit une certaine façon de penser. La vérité est officiellement devenue une croyance tout au plus. Le fact-checking est... Henry Ford qui a reçu, effectivement, une médaille de la plus haute distinction possible pour quelqu'un qui n'est pas allemand de la part des nazis, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que la NASA était constituée d'énormément d'ingénieurs allemands qui avaient travaillé sur les missiles V1 et V2 afin de créer des fusées. On pourrait aussi parler du management. Hein, ça, ce serait tout un projet. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est très important en France aussi. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Mais bientôt, sur cette chaîne, un résumé de Libre d'obéir de Johan Chapoutot pour expliquer un peu en profondeur le lien entre le management moderne et notamment ce qui s'est passé chez France Télécom avec le nazisme et les conséquences que ça a sur la vie des gens. Promis, ça arrive bientôt. De la censure et les discours d'opposants sont considérés comme des discours haineux. Le sens des mots a été remplacé. Un discours de haine ou des discriminations deviennent maintenant de la simple liberté d'expression. Car avec le discours viennent les actes. Et élargir le champ des propos dissibles, acceptables, c'est élargir le champ des actes et des politiques haineuses et racistes. Alors, nous ici, on pense pas que c'est ça. Enfin, encore une fois, c'est pas les discours qui font la politique, c'est la politique qui fait les discours. C'est un truc que j'ai déjà dit énormément, mais nous, on ne croit pas vraiment en cette théorie de la fenêtre d'Overton qui fait que, soi-disant, du coup, parce que tu mets des gens radicaux, ça permet derrière d'obtenir genre... Mais ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Clément Viktorovitch où je démonte un peu le concept de post-vérité et où je démonte aussi le concept de logocratie. Si jamais ça vous intéresse ou non, nous ne sommes pas dirigés par des discours, nous sommes avant tout dirigés par nos conditions matérielles d'existence. C'est quelque chose de beaucoup trop important pour ne pas le prendre en compte. Donc stop un peu avec les histoires de post-vérité. Moi vraiment je suis quelqu'un qui est en opposition avec ce truc-là, tu vois. La fenêtre d'Overton, tout ça. Voilà, je trouve que c'est des conneries. Enfin, pour moi, c'est comme les théories racistes. C'est d'abord parce qu'on a eu besoin d'exploiter des personnes qu'on a créé des théories pour justifier l'exploitation. Ça va d'abord dans ce sens-là. Bah après, c'est des trucs qui s'échangent, hein, bien sûr, ça va dans les deux sens. Mais j'ai tendance quand même à privilégier avant tout l'impact de la matérialité sur le fait que... Blablabla. Allez voir ma vidéo sur Viktorovitch. Trump a prétendu ramener aux États-Unis la liberté d'expression telle que fantasmée dans l'imaginaire américain grâce au premier amendement. And I've stopped all government censorship and brought back free speech in America. It's back. Et c'est d'une hypocrisie folle, alors que les vérités... Ah ouais ? Du coup, j'imagine que j'ai le droit d'avoir ma liberté d'expression de genre aux États-Unis, vu que c'est revenu la liberté d'expression. Bah, j'imagine que du coup, les Américains, enfin les États-Uniens, peuvent maintenant avoir la liberté d'expression de genre, que ça doit être super facile. Genre, il doit suffire de le déclarer de fait, puisque c'est important pour lui, je pense. Je cherche la vidéo sur Viktorovitch, mais je la trouve pas. Mais si, c'est sorti, j'ai un copain qui m'en a parlé. Attendez, c'est sur ma chaîne secondaire. Mais bientôt, il n'y aura plus qu'une seule chaîne YouTube, Troublante Acide. Et il y aura une chaîne Lafange pour le média, tout ça. Mais il y a bientôt ma vidéo sur Bourgalassi aussi qui va sortir. Mais elle est chill. Comment on fait déjà ? Ah oui, c'est ici. Regarde, hop.
Oui, je sais que c'est pas très clair, les trucs de chaîne principale, chaîne secondaire, c'est bientôt fini de toute façon. Mais toup. C'est ça, c'est celle-là, cette vidéo-là, sur Viktorovitch. Où en fait il pense combattre Macron, mais il dit à peu près la même chose que lui, c'est un peu bizarre. Les véritables actes de censure n'ont jamais été aussi virulents de la part d'un gouvernement américain. On peut citer la suppression de plus de 8000 pages web de sites gouvernementaux, des ressources liées notamment à la vaccination, à la lutte contre les crimes haineux, à la santé mentale, à l'avortement ou à la littérature scientifique. Et d'ailleurs, niveau scientifique, Trump... Vu qu'il tient énormément à la liberté d'expression, Donald Trump, j'imagine que aujourd'hui, les chercheurs en sociologie, par exemple, ont le droit d'utiliser tout le vocabulaire dont ils ont besoin pour décrire, par exemple, le genre, la transidentité, les théories antiracistes. J'imagine qu'aujourd'hui, les universitaires américains sont pleinement libres dans leur expression, bien sûr. Ne s'arrête pas à leur littérature et s'en prend directement à la recherche en gelant des budgets, en réduisant des frais de fonctionnement et par des vagues de licenciements. Des attaques poussant une partie de la communauté scientifique à l'exil ou à l'autocensure. Oh bah merde! Ah ouais, je l'avais pas vu venir ça. Et pour savoir précisément quels domaines peuvent être visés, il suffit de se pencher sur les termes qui posent problème, et que certaines agences fédérales se sont empressées de changer. Dans un article sur le sujet, le Washington Post sous-titre « La diversité a été supprimée. Résilience climatique est désormais un substitut populaire à changement climatique et personnes enceintes... » Genre, du coup on n'a plus le droit de parler de changement climatique, les universitaires sont obligés de parler de résilience climatique, et on n'a plus le droit de parler de personnes enceintes, on est obligé de dire femmes enceintes. D'accord ? Cherchez à boire, je reviens. Mais oui, du coup, dans le chat, vous avez dit, effectivement, Cassandre avait parlé d'autodafé numérique, et c'est un terme qui définit très bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Enfin, je vous rappelle, normalement, ça, on l'a beaucoup matraqué, mais je pense que c'est important de le rappeler quand même encore et toujours. La première autodafé, donc le moment où les Juifs s'abusent à brûler des livres, littéralement, enfin, c'est littéralement de l'obscurantisme, enfin je sais pas comment dire autrement, ça a été avant tout des bouquins qui parlaient du genre, justement, ça a été des bouquins qui parlaient de changement de sexe et tout, et puis tout comme en fait, pour le coup, on a déjà fait le nazi, j'ai pas dit nazi, j'ai dit quoi? Désolé, je voulais dire les nazis, oui les nazis, pardon, désolé, il commence à être 1h40 du matin quand même, j'ai dit les juifs. Ah, je voulais dire les nazis, bien évidemment. Oui, donc les nazis ont brûlé des livres. En fait, c'est parce que juste après, je voulais parler des liens entre l'homophobie et la judéité. Lien que j'ai également abordé dans ma vidéo sur Mathieu Bourgalassi qui va sortir dans pas longtemps. Où en fait, dans les théories antisémites, juifs, efféminés, tout ça c'est pareil. Bref, désolé. Oui, bref, oui, non, mais du coup, je suis d'accord avec le concept. J'ai remis de la musique au lieu de remettre la vidéo. Et oui, la musique, du coup, c'était Vampire Interlude partie 2, je crois, un truc comme ça. C'est une musique de TKKF, tu pourras retrouver en marquant Vampire Interlude. A été remplacé par femmes enceintes. Et globalement, ce sont tous les termes, les programmes de recherche et les ressources liées à la diversité, l'équité, l'inclusion, les minorités, la santé mentale, le changement climatique, etc., qui sont dans le viseur de l'administration Trump. Sympa le premier amendement. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies. Oui, c'est ce côté-là qui est la tyrannie, bien sûr. All across the entire federal government and indeed the private sector and our military. Une censure par la tête du pays qui prend des formes très concrètes et apparemment, aujourd'hui, acceptables. On peut citer Elon Musk qui a suspendu des groupes pro-Kamala Harris sur X, ou le cas qui a fait couler pas mal d'encre dernièrement, la suspension du présentateur américain Jimmy Kimmel après ses critiques sur la récupération par le clan Trump de la mort de Charlie Kirk. Qui ça ? Nous avons atteint de nouveaux sommets avec le gang MAGA qui a désespérément tenté de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un qui n'était pas l'un des leurs et qui veut en tirer un avantage politique. Une suspension pour... Et comme quoi, il n'y a pas que les streamers d'extrême gauche qui se font ban à cause de ces conneries, hein. Des propos considérés comme choquants d'après l'administration Trump, mais qui en réalité allaient tomber à un moment ou un autre. When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump. That's all they do. They're licensed. They're not allowed to do that. No matter what they claim, this is not entirely about what Jimmy said on Monday. This was part of a plan.
How do I know that? 2 months ago, when the president was tastefully celebrating my cancellation, he posted, Jimmy Kimmel is next to go. Bref, vous avez le tableau. La haine est maintenant une liberté d'expression. La remise en... Ça l'a un peu toujours été. Hein. Genre, c'est pas pour dire, mais... Enfin, je comprends que ça fasse paniquer maintenant, mais vraiment, genre, ça fait vraiment des années qu'on en parle. Je suis désolé d'être chiante avec ça, mais littéralement, c'était déjà le problème avec le Raptor dissident. La haine des femmes sur Internet, par exemple, ça a toujours été un truc hyper important. Regardez l'odeur de Twitch aujourd'hui. Enfin... Question de la censure, le wokisme c'est la honte qui s'est envolée sur tout. Oui, mais même pas que. Enfin, genre, il y a... C'est pas qu'aux États-Unis, les gens, c'est aussi en France. Enfin, genre, désolé, mais encore aujourd'hui, encore maintenant, t'as le droit d'être extrêmement raciste à la télé sans aucun problème. Alors, déjà, tu peux l'être sur les Arabes. Regardez la disaster class de Glucksmann. Bon exemple. Mais ça fait depuis que la télé existe, qu'à la télévision, on chie sur les tziganes. Littéralement. T'as le droit de dire du mal des Roms. Genre, c'est ok. C'est vraiment le racisme acceptable. C'est vraiment la haine fine. C'est comme la haine des Chinois, tu vois, ça va un peu de soi, donc c'est ok. Enfin, genre, oui, là, et même l'homophobie, enfin, genre, c'est des trucs, tu vois, qui ont toujours été hyper acceptés, en fait, à la télévision, finalement. Enfin, genre, littéralement, un mec comme Alain Soral, il pouvait dire des dingueries à la télévision à l'époque. Enfin, est-ce que ça a tant changé que ça, genre, évidemment aussi, quand tu laisses un truc se gangréner à ce point, ça finit, en gangrène, quelle surprise. Enfin, en nécrose. Terrorisme et aujourd'hui les véritables minorités en danger qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter, que l'État doit choyer et protéger, ce sont les néo-nazis. You had many people in that group other than neo-Nazis and white nationalists, okay? And the press has treated them absolutely unfairly. Et c'est dans cet état d'esprit que Trump a mis les GAFAM au garde à vous. Pourtant, ça n'était pas si évident. So help me God. Congratulations, Mr. President. Lors de son premier mandat, les patrons de la tech étaient plutôt hostiles à l'arrivée de Trump. C'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître des politiques de fact-checking sur les réseaux sociaux. Ouais, ça marche super bien le fact-checking. De la La preuve aujourd'hui, l'extrême droite n'existe plus. Hein. Modération plus intense sur les contenus à caractère haineux et de la lutte contre la désinformation ayant mené jusqu'au... C'est là aussi où je vous dis que les trucs autour du discours, c'est quand même un peu inconséquent au final. Hein. Enfin, désolé, hein, mais encore une fois, la montée des radicaux, la montée de la radicalité, elle n'est pas due à des discours ou c'est pas dû à des bails de fenêtres d'Overton. C'est juste dû à une crise du capitalisme, comme il y en a, genre, de façon relativement régulière, qui finit par faire en sorte que les peuples se radicalisent, soit dans la révolution à proprement parler, donc ça peut être la révolution communiste, anarchiste, ce que vous voulez, soit dans la contre-révolution, en fait, donc à savoir le côté réactionnaire. Ça fait genre, je sais pas, plein de fois qu'on voit ça dans l'histoire arriver, il serait peut-être temps d'en tirer les leçons quand même. De certains utilisateurs sur les plateformes. It's one of the biggest moves yet from Facebook in its efforts to curb hate speech. On Thursday, the tech giant said it was shutting down the accounts of several prominent users for violating its policy on so-called dangerous individuals. La middle class qui se fait chier dessus par le capitalisme et vote à l'extrême droite, c'est à cause des discours en vrai? Bah non, c'est parce que genre il y a une crise du capitalisme. Et que même si, on va dire les classes moyennes, même si vraiment ce terme veut pas dire grand chose, enfin honnêtement, genre, genre non, enfin, désolé, hein, genre c'est pas une classe sociale, hein, classe moyenne, ça correspond un peu à rien, enfin c'est pas du tout une analyse matérialiste pour le coup, et ça reste parce qu'il y a des conséquences matérialistes en fait, c'est genre juste parce que effectivement, les soi-disant classes moyennes perdent en pouvoir d'achat, ils perdent en pouvoir dans la société, sauf qu'au lieu de s'en prendre à ce qu'il y a au-dessus, ils préfèrent toujours s'en prendre à ce qu'il y a en dessous parce que c'est plus facile, et aussi parce que les médias centralisés, possédés par des milliardaires et tout, enfin, ça reste au final des causes qui sont liées pas tant au discours qu'à notre mode de production capitaliste qui mène à ces choses-là, en fait, qui mène à ces crises ici. Donc non, je suis désolé. Le fait que t'aies tous les votes de droite qui se déportent vers l'extrême droite, parce qu'en fait, c'est pas des gens qui votaient à gauche qui votent à l'extrême droite. Faut pas croire à cette espèce de switch comme quoi, en fait, d'un seul coup, les ouvriers se seraient mis à voter majoritairement pour l'extrême droite. Non, la plupart des ouvriers, ils ont juste arrêté de voter, en fait. Et en même temps, comment leur en vouloir? Vous avez vu le Parti Socialiste? Vous avez vu le sort qui est jeté à la France Insoumise aussi à la télévision? Enfin, ça ne facilite évidemment pas les choses. Mais c'est pas des causes qui sont liées au discours. C'est pas parce que la France Insoumise, elle a pas le bon discours. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que même si la princesse soumise avait encore un meilleur discours, ce que moi je plébiscite, hein, moi je suis ici pour encourager aussi des gens que je trouve plus mous que moi, à savoir la princesse soumise, à se radicaliser sur certains aspects, tu vois. Et ben, c'est parce que pour moi, genre même s'ils avaient un discours plus radical, ils se feraient diaboliser de la même façon, parce que concrètement, c'est avant tout les conditions matérielles, économiques, d'organisation sociale, qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. C'est pas parce que il y a l'extrême droite qui a réussi à être particulièrement convaincante. L'extrême droite n'est pas convaincante de toute façon, et la preuve, on peut débunker en permanence. Et la preuve que c'est pas ça, c'est que ça ne marche pas de les débunker pour le coup. And organization. Malheureusement, la classe moyenne existe? Non, pas vraiment. Genre vraiment, enfin, une classe sociale, ça correspond à une organisation précise de la société. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a oublié à gauche que en fait il n'y a pas que deux classes sociales. C'est-à-dire que même Marx, Hegel, c'est tout, toute cette analyse-là de l'époque ne correspondait pas qu'à deux classes. Les deux classes, la dialectique bourgeois-prolétaire, c'est avant tout une grille de lecture qui permet justement ensuite derrière d'affiner les classes sociales actuellement présentes au sein de la société et qui correspondent à des spécificités géographiques, historiques de l'endroit où tu te trouves. Et il s'avère qu'en France, du coup, les classes sociales ne correspondent pas vraiment à ça. Il n'y a pas de classe moyenne. Il y a des classes de plutôt petite bourgeoisie. Genre, par exemple, les gens qui sont des petits entrepreneurs. Genre, par exemple, quelqu'un qui tient un bureau de tabac. Ben, il ne va pas avoir le même rapport au monde que, par exemple, une personne qui va être salariée, qui n'aura pas le même rapport au monde que quelqu'un qui va être cadre. Parce qu'en fait, leur place dans l'organisation sociale n'est pas la même. Donc, ça ne correspond pas, classe moyenne ne correspond pas à une classe sociale, parce que ça ne correspond pas à une organisation dans le système de production. Là où, pour le coup, salarié, cadre, tout ce qui est genre, tout ce qui va aller de freelance à auto-entrepreneur, enfin tous les trucs de l'auto-entrepreneuriat, les plus petits entrepreneurs, c'est des classes qui sont beaucoup plus définies aujourd'hui dans la société, et on pourrait en parler. Après, moi, j'ai pas non plus aujourd'hui là à vous proposer une taxonomie ultra précise de ce que sont les classes sociales en France. C'est pas mon taf. Et en plus de ça, il y a des gens... Taxonomie, ça veut dire faire des catégories. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, pour le coup, que je trouve très intéressant, en l'occurrence. Et t'es obligé de penser les choses comme ça, parce que tu regardes, par exemple, l'électorat du Front National, l'électorat historique du Front National. C'est-à-dire que, historiquement, le Front National, on le répète souvent, on dit c'est des nazis. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pas que des nazis. Les gens qui ont fondé à l'origine le Front National, c'est des anciens nazis, à savoir des vichistes, ou littéralement des Waffen-SS, alliés avec des colons, notamment la colonisation de l'Algérie française. C'est pour ça que Jean-Marie Le Pen, c'est pas un nazi, c'est avant tout un colon. C'est un mec qui a torturé des Algériens et des Algériennes. Il coupait les tétons des femmes, le ref. Et quelques royalistes un peu perdus, et quelques courants minoritaires de l'extrême droite. Mais ça, c'est la composition idéologique du parti. L'électorat de base du Front National, c'est ce qu'on appelle communément les poujadistes. Poujadistes, parce qu'il y a un mec qui s'appelait comme ça, qui a défini un petit peu les termes. Poujadiste, ça veut dire les petits patrons, quoi, basiquement. C'est-à-dire qu'à l'origine, le cœur de l'électorat du Rassemblement National, c'était les petits patrons. Que ça soit genre petits patrons de restaurants, petits patrons de tabac, petits patrons de ceci. C'est très, très socialement défini à l'origine qui est l'électorat du Rassemblement National, avant la dédiabolisation et tous ces trucs-là, tu vois. Mais et c'est des choses qui sont importantes à comprendre, si tu veux pouvoir comprendre, ne serait-ce que le début du quart de la moitié des dynamiques de vote dans ce pays. Et c'est pour ça aussi que lorsque tu es complètement gogol et que du coup tu t'amuses à essayer de faire des prédictions, tu t'arrives à ce genre de résultats complètement lunaires où, je suis désolé, mais personne ne croit à ça. Genre, qui sur Terre pense vraiment que si tu fais Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, t'as un résultat de 26 contre 74%, alors que Raphaël Glucksmann serait à 42%, c'est débile. Genre, il faut se baser sur ça. Je suis désolé, enfin, genre, moi ça reste mon analyse que je priorise. Et donc du coup, non, la classe moyenne n'existe pas. C'est une construction politique et médiatique qui sert vraiment à enlever aussi derrière l'importance d'une analyse matérielle, concrète, du système de production, pour pas dire une analyse marxiste. C'est à ça que ça sert la classe moyenne, c'est du sabotage. Mais en moins d'une... Oui, voilà, vous êtes des prolos. La plupart des gens de ce chat, la plupart des gens qui regardent cette vidéo YouTube, vous êtes des prolétaires. Parce que ce que vous avez, c'est votre force de travail. Vous avez pas grand-chose d'autre. Genre,
tout ce que vous pouvez proposer. C'est-à-dire que le seul moyen que vous avez de gagner votre vie, c'est la force de travail. La plupart des gens n'ont pas de propriété lucrative. Ils n'ont pas de trucs qui travaillent pour eux. La plupart des gens ne font pas travailler leur argent. Donc c'est important. Elle commence à exister quand beaucoup de monde s'en revendique. Mais non, parce que juste se contenter des revendications des gens, ça ne fonctionne pas en fait. Genre franchement, sinon vous écoutez les bourgeois, la plupart d'entre eux se revendiquent travailleurs. Alors que la majeure partie de leurs revenus viennent de leur propriété. C'est de l'argent du capital. C'est littéralement le capital qui fait que derrière ils peuvent vivre. Ils vivent pas de leur travail. C'est le rapport capital-travail. Et ils auront beau se revendiquer autant qu'ils veulent de la classe moyenne, ça reste pas vrai. Genre, ça reste faux. Genre, c'est pas parce que y a un groupe qui décide de se déterminer comme quelque chose qu'ils ne sont pas, ou un truc un peu flou, que ça tout de suite prend une réalité sociologique. C'est pas comme ça que ça marche. Décennie, le vent a sacrément tourné. So help me God. Congratulations, Mr. President. Oui, vous pouvez en être fier au passage d'être prolétaire. Ça, c'est un autre truc aussi qu'il faut rappeler. C'est que prolétaire, c'est pas une honte. Moi, je sais pas c'est quoi le moment où c'est devenu une insulte de dire que quelqu'un c'est un prolo, genre. C'est trop grave, hein. Enfin, littéralement, ça veut dire que tu n'es pas un parasite. Prends-le, hein, c'est plutôt un compliment, genre. C'est-à-dire que tu t'exploites pas les gens. Genre, plutôt bonne nouvelle, hein. Ça veut aussi dire que sans toi, littéralement, le monde s'arrête de tourner, contrairement au patronat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens de la tech ont besoin de l'État. Par exemple, Musk doit obtenir... C'est pour ça que je dis souvent qu'en France, genre, quand quelqu'un vous dit on paye trop d'impôts, vous pouvez lui répondre oui, on paye trop d'impôts sur le travail. C'est vrai. On ne taxe pas assez le capital. On n'a pas assez de revendications autour de la question directement du capital, et c'est un problème. Des accords de la NASA pour envoyer ses satellites ou avoir des autorisations pour faire rouler ses Tesla. Should I get in? Get in! Okay. C'est l'État qui peut être du côté des plateformes sur les questions juridiques de non-concurrence par exemple. Ou encore, les droits de douane ont un impact potentiellement majeur. De toute façon, je vous spoil un peu, mais je pense que je sais ça va être quoi. Mes premières vraies vidéos, parce que du coup je compte vraiment faire des vidéos YouTube à proprement parler natives de YouTube pour YouTube, etc. Et je pense que je sais un peu ça va être quoi mes premières vidéos d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on va reparler un peu de tout ça en profondeur, essayer d'expliquer avec des exemples un peu plus actuels, un peu plus concrets, et surtout qui parlent au commun des mortels de quelques concepts quand même assez importants, à savoir valeur d'usage, valeur d'échange. Qu'est-ce que c'est une marchandise? C'est quoi, genre, pourquoi est-ce que la force de travail, c'est une marchandise? Et quelle est sa spécificité par rapport aux autres marchandises? Pourquoi et comment s'est construit la classe bourgeoise? Et comment est-ce que plus tard, elle s'est complexifiée pour donner ce qu'on a aujourd'hui? Quel rapport ça a avec le patriarcat et l'exploitation coloniale du monde? Tous ces trucs-là, ça me semble être des sujets que je vais aborder. Et le livre est très très cool. Parce que c'est un bouquin qui a été écrit par un opposant à Karl Marx, en fait, à la base. Genre, on pourrait pas croire comme ça, parce qu'il a quand même écrit l'abrégé du Capital de Karl Marx, mais à la base, c'était plutôt un mec proche de Bakounine. Enfin, c'est un mec qui était proche de Marx, puis qui était proche de Bakounine, mais ça reste un anarchiste. Et pour le coup, je trouve que, du coup, il y a aussi une dimension anarchiste dans l'abrégé du Capital, qui fait vraiment plaisir, qui a été censuré dans certains pays, mais pas ici, pas dans cette édition-là, donc on en profite. Et moi, j'aime bien les synthèses anarcho-marxistes. Je trouve que généralement, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de théorie politique. Donc, je suis contente. Je suis en train de faire ça. Oui, après, tout ce qui est propriété d'usage versus propriété privée. Propriété collective aussi, contre propriété individuelle. Plein de trucs à parler. Puis, essayer un peu de refaire ce travail théorique qui moi, m'avait beaucoup parlé au début de YouTube, où certaines personnes l'avaient déjà fait, ce taf-là. Genre, moi, je me souviens que la théorie de la plus-value, la première fois que j'ai entendu parler, c'était chez Usul, dans Mes chers contemporains. Et je trouve que ça manque un peu aujourd'hui, ce genre de vidéo. Donc, j'ai très très hâte de pouvoir travailler là-dessus, même si ça prendra un peu de temps tout le monde, et le format n'est pas encore bien défini, et il faut absolument que je travaille avec les filles de la Fange et tout autour de ça. J'y arriverai pas toute seule. C'est pour ça qu'on a un média. Et du coup, ouais, on est encore en train d'en discuter avec les filles et tout, mais s'il y a bien deux séries de vidéos que vous êtes sûr d'avoir avec le média de la Fange, et c'est pour ça que je vous encourage à nous suivre, ça va être moi, du coup, qui fais des trucs autour du marxisme, et Sharp, qui va vous faire des vidéos sur les judéités antisionistes.
ce qui va être un énorme banger. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première, elle existe, c'est sur le vieux Yishuv. Vous tapez vieux Yishuv, Y-I-S-H-U-V, sur YouTube, vous allez trouver la vidéo d'Echarp qui en parle, elle en parle très bien. Les vidéos d'après vont sortir, et ça va être un banger. En tout cas, les 2 premières grosses séries qu'on veut faire avec la fange de vidéos, ça va être ça a priori, mais je vous jure qu'on vous réserve d'autres surprises, parce que évidemment, il n'y a pas que moi et Echarp qui avons envie de faire des vidéos, vous vous en doutez. Donc, l'avenir nous réserve plein de belles choses, tout le monde, et beaucoup de travail, mais que du travail que j'ai vraiment très envie de faire. Sur les ventes d'Apple. Alors, Trump a montré les muscles. Il a menacé Zuckerberg, le patron de Meta, de poursuites judiciaires suite au bannissement de ses comptes après l'assaut du Capitole. Il s'est attaqué frontalement à Jeff Bezos, l'accusant de manipuler le Washington Post pour ses propres intérêts, et avec sa Genre, vous êtes pas prêts quand je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'une carte Magic ça coûte trop cher? suspension temporaire de TikTok début 2025. Parce que oui, ça va être un de mes angles là. Pour parler de valeur d'échange, je trouve que les cartes Magic c'est un très bon cas d'école. Le président a montré qu'il avait le pouvoir ou une carte Pokémon, hein, franchement c'est pareil. De faire la pluie et le beau temps sur son territoire numérique. En clair, Trump leur a montré une chose, il peut être soit leur pire... Ah bah oui c'est vrai, mais toi t'auras tes espèces de vlogs et tout, ça va être trop stylé ça aussi. Ennemi, soit leur meilleur ami. Alors, face à ça, et aux pressions de régulation, notamment européennes de plus en plus fortes, les plateformes ont choisi l'option meilleur ami. Quel banger. Trump devient un allié de poids, un fervent défenseur du libertarisme capable d'offrir aux plateformes un cadre légal de moins en moins contraignant et quelques avantages pas piqués des hannetons. Quand une entreprise privée, au hasard Google, se mange en septembre 2025 une amende de 2,95 milliards d'euros par l'Union européenne pour abus de position dominante dans le secteur de la pub en ligne, c'est vers tonton Trump qu'elle se tourne. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, quand Trump en a sur la patate contre un autre pays, il agite la menace des droits de douane punitifs. De quoi ça ou la menace nucléaire, comme avec la Corée du Nord. Vraiment un mec raisonnable. Faire réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer aux géants du numérique. It's so pathetic. Et l'idée de Trump est claire. Peu importe qu'il s'agisse de racisme ou de discours de haine, vous ne nous prendrez pas notre liberté d'expression sur le web, au point de menacer officiellement, via un communiqué de presse du secrétaire d'État, de refuser... C'est vrai que ça, les États-Unis sont un peu trop convaincus que l'Internet leur appartient. L'accès sur le sol américain aux ressortissants étrangers qui prendraient des mesures de régulation. Je cite. Des responsables étrangers ont pris des mesures de censure flagrantes contre des entreprises technologiques américaines et des citoyens et résidents américains alors qu'ils n'en avaient pas l'autorité. J'annonce aujourd'hui une nouvelle politique de restriction de visa qui s'appliquera aux ressortissants étrangers responsables de la censure d'expression protégée aux États-Unis. Autrement dit, si vous condamnez les discours de haine, on ne va pas être copains. Bon, par contre... Et les discours progressistes du coup? Tout ce qui concerne les minorités, les femmes ou tous vos délires wokistes là, c'est bon. Allez-y, censurez si vous voulez, de toute façon, on les a déjà invisibilisés. Alors, forcément... De toute façon, on l'a déjà mis en prison. Par intérêt stratégique et pour certains, par libération idéologique... The kind of masculine energy, I think, is good. And I think... Je pense qu'il faut de l'énergie masculine, car je suis un être humain et de genre masculin. Je m'appelle Mark Zuckerberg et je suis un être humain de genre masculin. Et je pense que la masculinité est une bonne chose. Est-ce que je vous ai convaincu, camarades être humains? Having a culture that, like, celebrates the aggression a bit more. C'est un discours de violeur. Has its own merits that are really positive. Les dirigeants de la tech américaine ont ouvert grand leurs bras et assumé publiquement leur coalition trumpiste. Alors que quand même Zuckerberg, c'est vraiment le robot soja de base. À l'image du dîner organisé par la Maison-Blanche en septembre 2025, réunissant les principaux dirigeants et grandes fortunes du milieu. The most brilliant people are gathered around this table. This is definitely a high IQ group. Thanks for hosting us, and this is quite a group to get to. C'est un groupe d'êtres humains. Je suis entouré d'êtres humains tout aussi intelligents que moi, car je ne suis pas un être artificiel. Together, and we don't often get together as the CEOs of the different companies, but it's good to. Après, la vérité, c'est que depuis qu'il est d'extrême droite, il a l'air un peu plus humain, Zuckerberg. Bizarrement. Enfin, non, pas bizarrement. Vous vous rappelez comment est-ce qu'il est devenu célèbre, Zuckerberg, ou pas?
Vous vous rappelez c'est quoi Facebook à la base ou pas? Parce que si des gens sont encore surpris aujourd'hui du fait que le mec a des takes turbo-masculinistes et qu'en fait, genre, il a un discours de violeur, est-ce que vous vous rappelez c'était quoi Facebook à l'origine? Face Match, exactement. C'était à la base un site où il y avait genre une image de meuf, une image de vache, et il fallait choisir laquelle des deux était ok. Au tout début c'était ça, puis après il a commencé à faire des comparatifs entre les meufs, et là ça a vraiment percé. En mode, là il fallait commencer à regarder du coup, quelle meuf était un peu la plus... Ouais, et puis c'est à toi de campus en campus, et c'est devenu Facebook progressivement. That your administration is supporting our companies instead of fighting with them. It's hugely important. Thank you for incredible leadership, including getting this group together. Thank you, Bill. I also want to thank you for helping American companies around. Je viens d'avoir une pensée, mais je crois que je peux pas l'exprimer. Je vais juste te dire, il y a quand même beaucoup de gens dans cette pièce. Si par mégarde... Non, je vais pas dire ça. Around the world. Non, attendez, juste lancer Written in the Sky 2 secondes. non, mais alors, And thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. Mao Zedong. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Sur X, le réseau je suis pas non plus vous laisser faire les blagues à ma place, je suis techniquement censé modérer mon chat. de Musk, les discours de haine ont augmenté. La plupart des plateformes ont mis fin aux politiques de fact-checking. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, mais aussi du Washington Post, intervient désormais dans la ligne éditoriale du journal. Et même YouTube, qui jusqu'ici semblait un peu en retrait sur ces sujets, a finalement appliqué un engagement fait auprès de l'administration Trump et Tout à fait. Aujourd'hui, l'algorithme de YouTube n'est pas neutre et les contenus de gauche sont mis à l'écart par rapport aux contenus de droite. Genre, c'est vraiment littéralement... intégré des vidéastes qui avaient été bannis de la plateforme pour désinformation, notamment médicale, et lancé une nouvelle politique de seconde chance. Parce que, franchement, la désinformation médicale, ça n'a jamais vraiment fait de mal. Ça se saurait. Vous aurez remarqué que j'ai fait l'impasse sur tout l'arc narratif entre Trump et Musk, mais ça a été un sujet tellement traité par la plupart des médias que j'ai rien d'intéressant à vous dire que vous ne savez pas déjà. On se retrouve donc avec une alliance forte, très forte. Le pouvoir public de Trump et des entreprises privées. Une coalition qui, étant donné l'importance des plateformes sociales aujourd'hui, a un impact sur le débat public, l'information, l'expression et même, à bien des égards, l'opinion, à travers non seulement les États-Unis, mais aussi une bonne partie du monde. Parce que, pendant plusieurs décennies, les USA ont inondé le monde de leur technologie, de leur système financier ou d'alliances et d'innovations militaires. Parce que oui, je rappelle que même si pour moi c'est pas les discours qui font la politique, on a quand même une guerre culturelle à gagner. Hein. Genre, ça ne change pas cette vision-là par contre. Ah! Parce que oui, dans cet épisode, je me concentre sur les plateformes numériques, mais cet enjeu est bien plus large et concerne d'autres domaines. Si ça vous intéresse, je vous mets un article sur le sujet dans la description. Aujourd'hui, cette hégémonie peut être exploitée comme un moyen de pression. Parce que si Trump a offert sa protection aux GAFAM, ça n'est pas par bonté de cœur. Et pour comprendre ce qu'il veut en échange, il faut bien écouter ce que dit son administration. C'est comme Andrew Tate, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, il suffit juste de l'écouter parler. Nous sommes en février 2024, à Munich, en Allemagne. À l'hôtel... Ah, dégueu. Bayer-Ischer-Hof se tient la conférence annuelle sur la sécurité. Et forcément, cette année, elle se concentre sur la guerre en Ukraine. La tribune est assez exceptionnelle. Une bonne partie des dirigeants européens, et pas que, étant présents en cette période de crise géopolitique, il s'agit d'un événement diplomatique majeur et scruté à travers le monde. La situation face à la Russie est sur toutes les lèvres. Enfin, presque. Please welcome Vice President J.D. Vance. Le vice-président de Trump, J.D. Vance, prend la parole. We gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today.
À ce moment-là, début 2024, des discussions téléphoniques avaient eu lieu entre Trump et Poutine. Nous aurions pu nous attendre à un discours sur le sujet. Trump, qui, rappelons-le, a probablement sucé un cheval. Mais non. Je pense que je vais le dire encore pendant des mois, ça. Pas un mot. À la place, J.D. Vance profite de cette tribune pour transmettre son message à l'Europe. The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the... Vous êtes toujours pas au courant ? Il y a eu des leaks des dossiers de Epstein. Vous savez, le pédophile qui avait une île comme un grand méchant de dessin animé. Ce qui est bizarre déjà au passage. Ouais, donc bref, il avait une île sur laquelle il y avait du trafic d'enfants, comme n'importe quel gros riche, j'imagine. Et on a obtenu des leaks, du coup, on sait que Donald Trump a sucé Booba. Pas le rappeur, c'était un nom de code qui correspond soit à Bill Clinton, soit à un cheval, soit à un enfant de 14 ans. Et la seule information qu'on a, c'est que Poutine a les images. Threat from within. The retreat of Europe from some of its most... Non mais c'est sérieux les gens, c'est des vraies informations. Fundamental values shared with the United States of America. The Cold War positioned... Oh, le moins grave, c'est le cheval. Non, Clinton, c'est quand même moins grave qu'un cheval. Désolé, mais la zoophilie, c'est quand même vraiment grave. Defenders of democracy against much more tyrannical... Clinton, qu'on a déjà vu sur une photo habillée en petite fille, hein. Au passage, si vous n'étiez pas au courant. Forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. Voilà, selon J.D. Vance, la principale menace qui flotte sur l'Europe. Elle-même. Elle-même et sa vision raisonnée de la liberté d'expression. Elle-même et sa vision de l'état de droit, dans lequel un vote, une majorité, ne suffisent pas à enfreindre la loi et saper les notions de base que sont l'égalité des citoyens devant la loi ou la séparation des pouvoirs. Bien qu'il y en ait en France qui s'en passeraient bien. Et le principal canal visé par Vance dans son discours, c'est justement le numérique. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest, the moment they spot what they've judged to be, quote, c'est pas eux qui ont essayé d'interdire TikTok? Hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Contenu haineux, c'est pas vous qui avez commencé à parler de fake news. Antiféminisme ou déni de désinformation, je n'en rajoutais pas plus tôt dans la vidéo quand je vous disais que c'était la vision de la liberté d'expression prônée par le Trumpisme. Ça n'est pas une et les nazis. Analyse militante, ce sont leurs mots et leurs actes. Et pour faire passer la pilule, Vance et toute son administration entendent changer le poids des mots. Comme je le disais plus tôt, le discours haineux devient de la liberté d'expression. La lutte contre la désinformation, de la censure, et les vérités peuvent devenir... Et c'est là où ça devient grave, parce que du coup, c'est pas juste des discours. C'est une campagne politique massive, sous-tendue par des millions de dollars, pour tenter de déstabiliser les putains de gouvernements européens. Genre, c'est là où on n'est pas sur genre, oh là là, faut les débunker, non. Hein. C'est le problème, c'est aussi l'oseille qu'ils mettent là-dedans. Hein. Genre, et regardez ce que fait Bolloré en France aujourd'hui avec les bouquins de Bardella et ces trucs-là. Regardez ce qu'ils font. Des points de vue. Now, to many of us, on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests, hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative... Et c'est là que vous voyez qu'on en revient toujours à c'est quoi le truc qui fait l'alliance systématique autant des grands capitalistes que des réactionnaires, des forces conservatrices, des forces coloniales. C'est l'anticommunisme.
l'anticommunisme. C'est le fait d'utiliser la gauche comme littéralement, genre, cette espèce d'épouvantail horrible. Genre, l'anticommunisme, les gens, c'est à la racine même du fascisme de Benito Mussolini et du nazisme de Adolf Hitler. Genre, ça fait vraiment, c'est un truc qu'il faut comprendre, en fait. Tu ne peux pas comprendre à quel point la propagande d'extrême droite passe par de l'anticommunisme, passe par le fait de détester la gauche. Genre, c'est super important. Viewpoint might express a different opinion or... Mais c'est pas juste un bouc émissaire. C'est parce qu'ils le savent que pour le coup, c'est leurs intérêts en tant que classe qui sont remis en question par la gauche. C'est typique d'une classe sociale qui cherche à survivre parce que littéralement, les politiques que nous on veut mener et que nous on propose, c'est des trucs qui mettent en danger leur position de privilège dans la société. C'est pour ça qu'ils en font autant des caisses. Or, God forbid, vote a different way, or, even worse, win an election. Là, c'est quand même clair. Vous avez gagné grâce à des boîtes d'analytics, de big data. Mensonge n'est qu'un point de vue différent, pas de la désinformation. Utiliser, j'en sais rien moi, des faux chiffres sortis du chapeau pour faire valoir une politique radicale n'est pas se servir de la désinformation pour manipuler l'opinion. Non. Juste une vision... Il survivre très bien. Oui, non, survivre, j'utilise le mot survivre dans l'optique d'une politique vraiment de gauche, une politique vraiment socialiste, dans laquelle tu expropries, tu enlèves les moyens de production et la propriété lucrative à ces gens-là. Évidemment que derrière, ils vont se défendre avec toutes les armes qu'ils ont, parce que c'est littéralement leur existence en tant que classe sociale qui est menacée. Des choses un peu différentes. 1 plus 1 selon... C'est pour ça qu'il faut les menacer avec ça, parce qu'il n'y a que ça qui a l'air de leur faire peur, c'est pas pour rien. Mon opinion et mon point de vue font 3. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors vous êtes des censeurs, des bolcheviks dangereux qu'il faut faire taire. D'ailleurs, à toutes celles et ceux devant cette vidéo qui, comme moi, sont désormais considérés comme des censeurs et des URSSiens, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre propre post-vérité, somme toute très personnelle. J'ai hâte de voir votre créativité. There is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Laisse-nous faire des études sur le genre et la classe sociale, du coup, et laisse-nous être des bolcheviks, en fait, puisque t'es pour la liberté d'expression. Du coup, les discours communistes devraient pas te déranger. Voilà donc l'objectif de l'administration Trump à travers, entre autres, les réseaux sociaux. Se servir de la défense de la liberté d'expression pour favoriser l'Europe conservatrice et les partis d'extrême droite dans chaque pays. Et on pourrait se dire que c'est juste le discours de J.D. Vance et que le bonhomme est un peu intense. Voici un communiqué officiel du département d'État américain, qui est donc chargé des relations internationales, publié le 27 mai 2025 et intitulé « Le besoin d'alliés civilisationnels en Europe ». Loin de renforcer les principes démocratiques, l'Europe est devenue un foyer de censure numérique, de migration massive, de restrictions à la liberté religieuse et de nombreuses autres atteintes à l'autonomie démocratique. Le Digital Services C'est vrai, genre par exemple les musulmans Act de l'Union Je crois pas qu'ils pensaient à ça. européenne, présenté comme un moyen de protéger les enfants contre les contenus en ligne nuisibles, est en réalité utilisé pour faire taire les voix dissidentes à Attends, là ils sont en mode pro-pédo travers une modération de contenu digne d'Orwell. Attends, ils sont contre la modération pour les contenus à destination des enfants? Comment ça? Non mais attends, là c'est un peu grave quand même. Des régulateurs indépendants surveillent désormais les plateformes de réseaux sociaux, y compris des entreprises américaines majeures comme X, et menacent de lourdes amendes en cas de non-respect de leurs règles strictes en matière de liberté d'expression. En France, la candidate au présidentiel de premier plan, Marine Le Pen, a été condamnée pour détournement de fonds et en rupture avec toutes les procédures habituelles, immédiatement interdite de se présenter. Les Américains connaissent bien ces tactiques. Non, c'est la loi. En effet, une stratégie similaire de censure, de diabolisation et d'instrumentalisation bureaucratique a été utilisée contre le président Trump. Non mais c'est fou d'accuser les gens d'être orwelliens tout en étant, désolé, mais à ce point, soi-même, genre, un peu orwellien, quoi. Je sais que ça peut paraître red flag, mais genre, désolé les gens, c'est quand même assez transparent le fait que, genre, c'est un peu le genre de truc que dénonce le gars dans son livre quand même. Trump et ses partisans.
Bon, si vous aviez le moindre doute sur l'appel du pied de Trump au parti d'extrême droite en Europe, là c'est clair. Mais on pourrait se demander, un peu naïvement... D'ailleurs, j'en profite au passage pour rappeler cette incroyable photo, évidemment, attendez. Genre, des fois que des gens pensent sincèrement, encore aujourd'hui, que Marine Le Pen serait une meuf qui défendrait les intérêts de la France. Ce qui, encore aujourd'hui, continue un peu à me tabasser, je vais pas mentir. Je vous propose de, quand même tout le temps pull up cette photo au siège du Rassemblement National, dans lequel il y a littéralement 3 peintures, une avec Vladimir Poutine, une avec Marine Le Pen et une avec Donald Trump qui regardent dans la même direction. Voilà, bien sûr, de toute évidence, la patriote, je veux dire, évidemment, c'est, bien sûr, tout à fait patriotique, Le Pen, bien sûr, tout à fait. Oui, il n'y a que des Ariens sur cette image, bien sûr, mais rien à voir avec allez, tout de suite, oh là là, vous trouvez pas qu'on en fait un peu trop à dire que tout le monde est nazi? Merde, j'ai perdu ma vidéo. Pourquoi tenter de favoriser ces partis? Vous voulez le lien de la photo? Bien sûr. Après, vous tapez Poutine, Trump, Le Pen sur Google Images, vous devrez la trouver. Mais oui, c'est l'international fasciste en images devant nous, de façon transparente. En fait, il y a plusieurs raisons. C'est assez évident, mais... Ah oui, et puis je vous rappelle quand même que ça, c'est censé être le corps du beau. On rappelle quand même que le max qu'ils sont capables de faire en termes de portrait, c'est quand même ça, là. C'est de grosses... On dirait des images IA, genre c'est catastrophique. Et ça ne fait pas de mal de le rappeler. Déjà, il y a une raison idéologique. Les partis d'extrême droite en Europe sont ceux qui portent une idéologie similaire à celle de Trump. Ce sont ces partis qui sont socialement conservateurs, hostiles à l'immigration, au multiculturalisme, à la gauche, politiques environnementales et à tout ce qui touche de près ou de loin à l'ensemble des sujets qu'ils mettent sous l'étiquette du wokisme. L'idéologie woke, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns aux autres. Oui, alors que le suprémacisme blanc, par exemple, c'est vraiment pour obtenir une société apaisée, bien sûr. Cette police de la pensée, oui, ce nouveau puritanisme inquisitorial, vous êtes pas des puritains, vous, non, genre tout ce qui concerne le genre et tout. est en train de contrôler la vie sociale comme le ferait une secte. And our country will be woke. Tu sais, la meuf, elle parle de secte alors que littéralement, genre tous ces lieutenants, c'est des gens qui font soit partie de sa famille, soit qui sont mariés avec des gens de sa famille, qu'elle vire toute forme de dissidence de son parti. Genre elle tient littéralement à ce que ce soit un truc dynastique. No longer. Mais Trump, avant d'être un idéologue, se revendique business. Alors non, c'est pas exactement l'inverse. Moi, je suis plutôt pour l'existence de communautés, mais justement, c'est... Enfin bref, je serais trop long. Businessman. Et on pourrait même imaginer une uchronie dans laquelle il serait fervent soutien du mariage pour tous et du droit à l'avortement s'il pouvait en tirer une fortune. Donc il y a aussi une raison stratégique à son soutien des extrêmes droites. L'Union européenne est un adversaire économique et politique des États-Unis. Par ses régulations, elle fait office d'empêcheuse de tourner en rond. C'est quand même une grosse récurrence, la version des valeurs dans le discours. Mais ça a toujours été vrai dans l'extrême droite, pour le coup. Enfin, regardez, même déjà dès l'époque, encore une fois, genre de l'entre-deux-guerres avec la stratégie des différents partis d'extrême droite, que ce soit genre Franco, Mussolini ou Adolf Hitler. Littéralement, c'est pour ça qu'il y a socialiste dans national-socialisme. C'est pour court-circuiter la gauche et pour essayer de nous la faire à l'envers. Enfin, il y a toute une histoire de ça qui est documentée. Vous pouvez vous informer par exemple sur le syndicalisme jaune. C'est un bon exemple de ça, mais il y en a plein d'autres. Favoriser l'extrême droite dans l'UE, c'est donc favoriser une fragmentation de l'Union européenne, les partis d'extrême droite étant globalement anti-Europe. Pour les USA, ça permet d'avoir plus de poids pour négocier, commercer ou refuser des règles. Oui, alors par contre, je vais pas défendre l'Union européenne, mon ref. Genre, ça reste, désolé de le dire, mais un projet suprémaciste blanc à la base. C'est plus efficace de parler, de convaincre ou de forcer des nations isolées qu'un bloc uni. L'objectif est donc stratégique. Fragmenter le vieux continent, l'aligner sur ses valeurs et surtout sur ses intérêts, le rendant moins enclin à contester la politique américaine. Alors, qu'on soit clair. D'ailleurs, pour le coup, si vous voulez plus de data sur, pour le coup, l'Europe, projet suprémaciste blanc et tout, ne peux que vous renvoyer vers le travail de Ouria Boutelja, qui en parle très bien, pour le coup, avec des mots très efficaces, je trouve.
C'est partie des trucs que j'aime bien vraiment chez elle. Il ne s'agit pas d'une stratégie mijotée depuis 20 ans avec l'apparition des réseaux sociaux. Mais leur hégémonie est aujourd'hui vue comme une opportunité politique qu'il faut exploiter. Bon alors, est-ce que ça a un impact en Europe ? Le fascisme est de retour, il n'est pas à la porte, mais il est dans les halls du pouvoir avec les géants de la technologie. À vrai dire, c'est pour l'instant difficile à quantifier. La montée de l'extrême droite n'est pas causée juste par les plateformes, évidemment, mais ces dernières jouent un rôle d'engrais primordial. Les paroles conservatrices, racistes, homophobes se sont libérées. La fameuse fenêtre d'Overton sur le sujet ressemble plus aujourd'hui à une baie vitrée. Plexiglass. Le concept de post-vérité. Surtout que ça marche pas à gauche, la fenêtre d'Overton. Enfin, ça reste quand même une vérité, tu vois. Genre, tu mets des gens hyper radicaux à la télévision. Genre, désolé, mais par exemple, la logique qu'il y a derrière la fenêtre d'Overton, elle aurait dû marcher avec Philippe Poutou en 2017, et ça n'est juste pas arrivé, hein. Ça s'est juste droitisé encore davantage. Genre, d'avoir une parole radicale de gauche à la télé, bizarrement, ça fait pas bouger la fenêtre d'Overton. Peut-être parce que les médias sont contrôlés par des capitalistes, je sais pas. Dans lequel l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits et de plus en plus acceptée avec son lot de désinformation. Bon, là-dessus, il faut dire qu'en France, on n'est pas vraiment aidé par notre propre gouvernement. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, votre carte vitale marche plus, il n'y a plus de retraite. Ce qui est certain, c'est faux, c'est que ça a effectivement un impact important dans nos démocraties européennes. Parce que un accès biaisé à l'information, la propagation de désinformation, l'invisibilisation de certains discours et de certaines communautés et la mise en avant d'autres ne nous permettent pas d'exercer de manière libre mais surtout éclairée la démocratie. Sachant qu'en plus en parallèle il faut déjà se battre en interne pour améliorer nos démocraties qui ces dernières années sont franchement fragiles. Pas que depuis ces dernières années en vrai. Genre, je te rappelle que notre démocratie littéralement a été initiée par un coup d'état d'un général militaire. Mais c'est encore un autre sujet. Alors, que faire ? Est-ce qu'on est foutu ? Genre désolé, mais on n'a jamais vécu dans une démocratie libre et éclairée en France. La preuve, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis durant ce stream, mais c'est important je trouve, la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'est justement parce que ça marche aussi à gauche qu'ils font tout pour diaboliser ou invisibiliser. Mais non, mais justement l'inverse. Genre, regarde, même un mec aussi mou que Guillaume Meurice, il s'est retrouvé à se faire bannir du service public. Genre, ça ne marche pas la fenêtre d'Overton. Si t'arrives sur les médias et que t'as un vrai discours de gauche, ça ne crée pas plus d'espace pour davantage de discours de gauche, tu te fais juste bannir. Genre, et n'importe qui tiendra un discours, ne serait-ce qu'un tout petit peu proche de toi, va se faire cancel par association. Du coup, t'es obligé de l'envoyer chier. Ça ne marche pas hein, pour moi, ce truc. Encore une fois, genre, je suis pas du tout la seule à le dire. Enfin, c'est pas un concept de sociologie ou quoi. Je suis désolé de détruire ce truc-là, mais non, ça marche pas, genre. C'est quand ça marche que d'un côté, ça marche pas. Enfin, sinon, juste on dit que c'est une théorie de droite, enfin, genre une théorie qui marche pour qualifier la droite, mais c'est tout, enfin... Vous pouvez soutenir mon travail sur Ulule, chaque don compte. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Aujourd'hui, l'arme principale pour lutter contre ça, c'est la mise en place de réglementations européennes. Alors, vous pouvez faire toutes les théories de discours que vous voulez. Le fait qu'il y ait des capitalistes qui possèdent les médias et qui contrôlent ce qui est dit dessus, c'est plus important que ça, en fait. C'est plus important que la fenêtre d'Overton, quoi qu'il arrive. Le Digital Service Act qui donne un cadre au contenu, le Digital Market Act qui donne un cadre au marché et à la concurrence, et le RGPD qui donne un cadre à l'utilisation des données personnelles. Sauf que l'application de tous ces actes est difficile à mettre en place. La dépendance européenne à nos voisins outre-Atlantique ne concerne pas seulement les plateformes numériques, et l'alliance entre les géants de la tech et le gouvernement américain les rendent difficilement attaquables. Et je suis bien obligé de constater avec vous qu'aujourd'hui, ces règles, dont l'Europe s'est dotée démocratiquement et souverainement, ne sont pas respectées. Il y a des contentieux qui existent face à Google, ça fait 2 ans. On est terriblement lent. Donc on est inefficace et pas crédible. We need advanced chips. Toi, t'es inefficace et pas crédible, ta gueule. Do we produce them in-house? Not yet. Not enough. Our technological independence and the work we're doing on chips in the EU is ongoing. And on the same and in a parallel track, we are indeed relying on... Pour moi, c'est vraiment l'Europe se réveille et se rend compte que, putain, ça fait peut-être 50 ans qu'en fait... Genre, il y a de l'ingérence américaine littéralement partout dans nos pays. Enfin, c'est genre, oui, bah c'est bon, bien joué. Vous êtes bien réveillés, c'est cool. US, on the US. Il est pas du tout trop tard à ta quête. For advanced chips.
Un ensemble de moyens de pression qui impose à l'Europe une conclusion. Il est aujourd'hui plus que nécessaire de renforcer notre indépendance, et notamment notre indépendance numérique. Bon, il fallu le faire tirer. Sauf que, c'est pas si simple. Dans un monde idéal, il nous suffirait de développer nos propres plateformes alternatives. On a vécu dans une bulle d'apparente sérénité de status quo. Ouais, ça, je suis genre d'accord. Et je me demande comment c'est possible. Hein. Je vous rappelle quand même que, au risque, je sais pas, de vous rappeler ça, genre, la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a moins d'un siècle. Hein, d'accord ? Genre, les choses bougent vraiment très vite. Il y a des gens en vivant qui l'ont connu quand même. Enfin, je suis désolé, mais genre, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on est dans une mentalité de nos jours où on a l'impression que notre mode de vie est un mode de vie éternel qui ne changera jamais et qui a toujours plus ou moins été celui-là, alors qu'il y a, encore une fois, genre 100 ans, on était en guerre contre les Allemands, enfin notre pays était occupé, enfin pas il y a 100 ans, c'est il y a moins de 100 ans, pardon, et il y a encore un peu plus longtemps que ça, on envoyait des enfants travailler dans les mines. Je trouve ça fou qu'on se pense encore comme étant un truc qui, genre, ne bougera jamais et qui est serein, et ça me dépasse vraiment, genre. Des plateformes privées, mais respectant la réglementation européenne, notamment sur les questions de discours haineux, de racisme et de sexisme. Une réglementation offrant aux usagers diverses options dans les algorithmes de suggestion. Personnalisés, neutres, ouverts. Des algorithmes pouvant être audités par des organismes indépendants pour estimer l'impact dans ces derniers d'outils que l'on sait aujourd'hui mauvais pour la santé mentale, notamment des plus jeunes. Quoi qu'en disent les tech bros, persuadés que le monde ne pourrait être que meilleur si on les laissait faire tout comme ils veulent. Ça, c'est mon champion. Des plateformes et une réglementation contre lesquelles, c'est évident, on devrait se battre un jour, parce que ça ne peut pas être parfait, et il faudra continuellement lutter pour améliorer les choses. Mais cette lutte serait au sein de l'Europe, pas en dépendance du bon vouloir des États-Unis d'Amérique. Mais bon, on ne vit pas dans un monde idéal, et faire ça n'est donc pas si simple. Déjà, il y a un concept qui bloque beaucoup. La vérité, on devrait pouvoir le faire directement depuis la France, hein, mais bref. C'est l'effet de réseau. Alors désolé, j'ai pas envie de dépendre des Allemands pour ma souveraineté digitale, genre, c'est bizarre. Plus un service... Sinon, juste on fait un truc vraiment international. Comprend d'utilisateurs et d'utilisatrices, plus sa valeur est grande. Et par extension, plus il est difficile de le quitter, surtout quand il s'agit de réseaux sociaux. En tant que producteur de contenu, forcément, l'audience est beaucoup plus faible ailleurs, et en tant qu'audience, il y a beaucoup moins de variété de contenu que sur la plateforme originale. Mais si la question n'était pas de remplacer YouTube, Instagram ou Twitter, mais de créer autre chose. Dans un article de Lucas de Bias pour Le Grand Continent, le journaliste développe l'idée que, je cite, « l'effet de réseau s'applique à toutes les catégories de services ». Autrement dit, moi je pense vraiment que juste il y a des organisations matérielles de choses qui sont juste plus efficaces qu'un truc centralisé dégénéré, notamment tout ce qui est genre technologie décentralisée. Il y a déjà eu des percées incroyables qui ont été faites, il suffit juste que la structure soit correcte et que ça arrive au bon moment concrètement, et puis genre paf. Il est toujours possible. Et non, Blue Sky n'est pas décentralisé. De créer des plateformes qui offrent un service différent de ceux qui existent déjà. Il ne s'agit pas de refaire Google ou Instagram, mais de créer des plateformes complètement différentes qui puissent toutefois attirer l'attention avec des propositions plus sensées et rationnelles sur le plan humain que celles des plateformes américaines. Bon, c'est bien beau, mais que faudrait-il pour en arriver là ? A priori, de l'investissement européen. Le marché existe. Il faut croire qu'on est de bons clients en 2023. Genre typiquement, la Chine fait ça. Enfin, la façon dont c'est structuré les différentes applications et sites internet et logiciels chinois, ça fonctionne pas vraiment de cette façon-là. Enfin, je dis pas que c'est décentralisé, attention. Je dis que c'est pas pareil qu'aux États-Unis. C'est la subtilité. Hein. Genre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des modèles alternatifs qui sont possibles. Les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux dans l'Union européenne sont estimées à 23 milliards d'euros. Somme qui, aujourd'hui, va en grande partie dans les poches de la Silicon Valley. Mais maintenant, ce marché, il faut le développer. Alors forcément, tous les proto-libertariens du vieux continent profitent de l'occasion pour expliquer que la seule solution, c'est de déréguler en masse, et à tous les niveaux, réglementaires, social, financiers. Ouais, comme ça on aura exactement les mêmes problèmes que eux, ouais! Ah, quelle bonne idée, wouh! Sauf que, on se rend bien compte d'une chose, c'est que ce serait se mordre la queue. Déréguler
pourrait n'avoir comme conséquence que de provoquer les mêmes problèmes dans les années à venir. La question de l'investissement public en Europe se pose. Si jusque-là elle n'était pas vraiment prioritaire, d'ailleurs moi je pense que ça devrait être un peu un service public, hein. Face à des budgets comme celui de la défense, aujourd'hui on se rend bien compte de l'importance cruciale que ça peut avoir pour la santé de la démocratie. Alors, bien sûr, l'UE ne reste pas les bras ballants face à ce constat. Des investissements sont faits, principalement dans les domaines de la cybersécurité, des semi-conducteurs, du cloud et des IA, à travers plusieurs programmes comme l'Europe numérique et Horizon. Super, du coup on va devoir continuer à exploiter en masse des travailleurs dans des pays colonisés. En Europe. Mais ça m'a l'air d'être vraiment la solution. Et pour certains, ça n'est pas assez, à l'image du rapport Draghi, publié il y a un peu plus d'1 an, qui recommande à l'Europe un emprunt de 700 à 800 milliards d'euros pour investir dans la défense, le numérique et les énergies vertes. On peut citer les 3 trucs n'ont rien à voir. Également, le rapport Eurostack 2025, porté par plus de 200 acteurs industriels et technologiques, qui propose un investissement de 300 milliards d'euros sur 10 ans pour développer un écosystème mêlant logiciels, infrastructures matérielles et services au sein de l'Europe, basé sur l'open source et l'interopérabilité. Mais ne soyons pas naïfs non plus. L'Europe est loin d'être toute rose. Que ce soit Eurostack, Oui, c'est un rapport extrêmement néolibéral, hein, bien sûr. Rapport. Ce sont les rapports de l'Europe. Hein. Je vous rappelle qu'un des problèmes de l'Europe, qui fait que l'Europe n'est pas démocratique, c'est que l'Europe porte en son sein, au sein de ses institutions, une dimension idéologique claire, et c'est une dimension néolibérale. Genre, l'Europe, c'est pas genre une structure démocratique qui permet aux différents pays de l'Union européenne de peser de façon libre et éclairée dans une espèce de giga-démocratie qui recouvre tous nos pays. Non, ce n'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est aujourd'hui un projet avec une identité politique clairement établie, qui défend une certaine vision du marché, qui défend une certaine vision des échanges, qui défend une organisation sociale profondément bourgeoise et donc colonialiste. Draghi ou les programmes européens, ils sont à scruter à la loupe, parce que forcément, des intérêts privés peuvent sauter sur l'occasion. On s'en sort pas déjà en France avec les enjeux de concentration des médias, par exemple. Pas sûr qu'un Twitter à la sauce Bolloré soit vraiment viable comme alternative. Alors, no shit. Tout ça est à surveiller de près. L'avantage des dernières décennies, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de repérer les erreurs à ne pas reproduire. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Ouais. Enfin bon, toujours est-il qu'il nous faut des alternatives, hein, et je pense pas qu'elles viendront du haut, à vrai dire. Peut-être va falloir qu'on a un truc qui vienne du bas pour régler ce genre de problème. Mais bref, on va s'arrêter là parce que moi j'ai plus de piles, hein. Écoutez les gens, il est quand même bien 2h40 du matin et je trouve que j'ai déjà bien bourlingué aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, tous ces petits reacts à la chaîne les uns des autres. En tout cas c'était bien parce qu'au final on se retrouve quand même avec une espèce de ligne éditoriale sans faire exprès. Parce que du coup ça fait aussi écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur X, de parler de tous ces sujets-là. En vrai merci aussi le chat parce que même si du coup je n'étais pas toujours d'accord avec vous, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir ce genre d'échange tout au long de nos petites vidéos. Donc je dis d'abord au revoir à YouTube et après je dis au revoir à Twitch. Donc YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, tous ces trucs-là. On va te laisser ici. J'ai pas de grande conclusion, on l'a fait tout au long de sa propre conclusion, donc c'est très bien. Kiss les acides YouTubiques. Get your number ever since I can't remember. I've been popping